À la cérémonie des Césars le 23 février 2024, l'actrice Judith Godrèche prononce un discours intitulé « Je vous parle, mais je ne vous entends pas ». Elle y dénonce les violences sexuelles dans le cinéma français. La vidéo de l'allocution a rapidement fait le tour des réseaux, et quand je l'écoute, il y a quelque chose qui me tient en haleine. Depuis quelque temps, je parle, mais je ne vous entends pas. Ou à peine. Où êtes-vous? Que dites-vous? Un chuchotement, un demi-mot. Ça serait déjà ça, dit le petit chaperon rouge. Chaque mot me happe. Elle a ce truc indescriptible qui fait envie de l'écouter jusqu'au bout, de hocher la tête à tout ce qu'elle dit. Du charisme. Moi aussi, j'ai envie de parler comme elle, de dégager ce petit je ne sais quoi qui retient l'attention. Mais est-ce que c'est juste un truc de Judith Godrèche, de star et de beau parleur? Ou est-ce que moi aussi, avec mon air tout venant, je pourrais apprendre des trucs et astuces pour augmenter mon charisme? Comment avoir du charisme en 12 étapes? Grâce à l'Uniscope, podcast du campus de l'Université de Lausanne. C'est décidé, aujourd'hui, je deviens charismatique. Bon, je sais pas trop par où commencer. Je regarde la vidéo de Judith Godrèche en boucle. J'ai un peu une intuition sur ce qui la rend charismatique. Elle utilise des beaux mots, sa voix est posée, confiante, et puis elle dit des choses qui me touchent, qui me tirent même parfois une petite larme. Mais bon, ça reste très flou tout ça. Au lieu de mes intuitions floues et mes théories à 2 balles, il faut que j'en parle à quelqu'un qui puisse me partager ses connaissances scientifiques sur le charisme. Je vais donc toquer à la porte du bureau de Tiffany Creuchy, doctorante en management dans le département de comportement organisationnel de l'Université de Lausanne. Elle travaille avec son superviseur John Antonakis sur un sujet qui m'intéresse particulièrement. Je suis intéressée à travailler sur la motivation, le leadership et plus spécifiquement le charisme. J'aimerais déjà m'assurer que mon intuition est la bonne. Alors je lui montre la vidéo de Judith Godrèche. Un demi-mot. Ça serait déjà ça, dit le petit chaperon rouge. Oui, non, c'est très charismatique et ça utilise des techniques dont on parlera plus tard. Des techniques. Parfait, je suis sur la bonne piste. Ce soir, je me coucherai plus charismatique. Ou en tout cas moins bête. Avant de découvrir ces techniques, il faut quand même que je comprenne les bases. Parce qu'en fait, je fais que d'en parler, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est le charisme. Tiffany Creuchy a une définition toute prête. Le charisme, c'est quoi? Donc le charisme, en fait, c'est un signal que le leader envoie à ses suiveurs. Ce signal, il est fondé sur les valeurs, la symbolique et aussi lié aux émotions. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut signaler du charisme? On peut utiliser des techniques verbales et des techniques non verbales. Et pourquoi est-ce qu'on ferait ça? On signale du charisme car les suiveurs, en fait, ils vont pouvoir inférer différentes caractéristiques sur le leader suite à ces signaux, comme par exemple la compétence du leader, ou l'intelligence du leader, ou de la confiance. Donc, il y a le leader ou la leaduse d'un côté, et les suiveurs ou suiveuses de l'autre. Et entre les deux, un signal qui passe de l'un à l'autre. Et c'est ça, le charisme. Elle me dévoile qu'il existe 9 de ces techniques verbales du charisme. En me les décortiquant, je pense tout de suite à tous ces exemples de discours que j'avais épluchés avant de la rencontrer. Avant, j'avais qu'une intuition sur ceux qui semblaient charismatiques ou pas. Mais maintenant, je me rends compte que ces techniques sont très souvent utilisées par des grandes figures publiques. Voici donc 9 techniques à implémenter dans ces discours pour devenir charismatique. Tout d'abord, il y en a 6 qui font partie du cadre ou de la symbolique du discours. Autrement dit, qui correspondent à la manière de délivrer son texte. Les 2 premières de ces tactiques sont les métaphores et les histoires. C'est ce que j'avais entendu dans la vidéo de Meryl Streep aux Golden Globes de 2017. Pour propager un message d'inclusion, elle a partagé l'histoire spécifique de 8 acteurs et actrices de Hollywood. Who are we? And you know, what is Hollywood anyway? It's just a bunch of people from other places. I was born and raised and educated in the public schools of New Jersey. Viola was born in a sharecropper's cabin in South Carolina. Came up in Central Falls. À la fin de son discours, d'ailleurs, elle conclut sur une métaphore,
celle du cœur brisé qu'elle souhaite transformer en art. As my friend, the dear departed Princess Leia said to me once, take your broken heart, make it into art. Thank you for it. Yeah. Donc ça, c'est typiquement lié en fait à des images qu'on va se faire dans notre tête, à ce qu'on appelle des visualisations mentales. Donc on va, en fait, par exemple, dans une métaphore, on va connecter deux domaines qui sont généralement pas connectés l'un à l'autre pour en fait apporter quelque chose de nouveau qui peut soit permettre de comprendre quelque chose de complexe et avoir un peu ce eureka, ou alors plutôt juste avoir quelque chose qui va transmettre cette émotion de manière plus forte. Troisième technique pour devenir une bête de charisme, utiliser des contrastes dans ses discours. Donc ça va être contraster deux idées et vraiment expliquer de manière très claire ce qu'on cherche, ce qu'on ne cherche pas. André Malraux, ministre des Affaires culturelles en France dans les années 60, le savait. Et il a utilisé le contraste dans son hommage au résistant Jean Moulin, le 19 décembre 1964. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Ceux qui n'ont pas parlé, ceux qui ont parlé, on le sent le contraste. Et ça sonne charismatique. Quatrième technique, la liste de 3. L'idée, en fait, c'est d'avoir 3 éléments parce que ça donne un sens, en fait, de liste complète, mais c'est aussi plus facile à mémoriser. Je me souviens qu'il y en avait dans le discours de Judith Godrèche au César. Elle a énuméré 3 choses que l'on peut perdre en dénonçant les agressions sexuelles. Je sais que ça fait peur, perdre des subventions, perdre des rôles, perdre son travail. Moi aussi j'ai peur. Ça commence déjà à faire beaucoup à retenir. Je sais pas si le charisme c'est vraiment pour moi. Allez, on s'accroche. 5e technique, la répétition. Si on prend par exemple le discours de Martin Luther King, I have a dream, il utilise I have a dream, et ensuite il parle de quelque chose, ensuite I have a dream, il parle de quelque chose, et c'est quelque chose qui en fait rythme son discours. Freedom and justice, I have a dream. Dernière technique du cadre, je vous laisse la deviner avec le discours de la militante Greta Thunberg lors du sommet des Nations Unies sur l'action climatique de 2019. How dare you? Comment osez-vous? Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Alors, vous avez trouvé? Petit indice, je viens de l'utiliser aussi. Donc les questions rhétoriques, c'est poser des questions sans vraiment attendre de réponse. Et ça en fait permet d'avoir un engagement de l'audience, les gens sont intrigués, elles se posent des questions. Donc, métaphore, histoire, contraste, liste de 3, répétition et questions rhétoriques. Donc ça c'est la partie qui est liée au cadre. Et maintenant, la partie de la substance, c'est la partie plutôt de la raison d'être en fait, d'un discours, d'une idée, etc. Et ça, c'est lié aux valeurs morales. Donc on exprime des valeurs morales, ce qu'on pense que les gens devront faire ou le monde devrait être. Heureusement, il n'y a que 3 techniques charismatiques dans cette catégorie. La première, c'est le sentiment du collectif. Donc qu'est-ce qu'on pense que notre audience ressent et montrer en fait qu'on comprend et un peu, disons, rapprocher notre audience au leader qui peut parfois être inaccessible. Comme Charles de Gaulle dans sa célèbre allocution de 1958 depuis Alger. Je vous ai compris. Il nous comprend, alors on se sent plus proche de lui. Les 2 techniques suivantes, les dernières aussi, sont en fait liées. Ensuite, on a tout ce qui est lié aux buts ambitieux. Donc, en fait, il faut définir des buts ambitieux, montrer qu'ils sont spécifiques, etc. Et ensuite, démontrer qu'on a confiance que ces buts peuvent être atteints. C'est aussi très important. Donc, d'un côté, parler d'un but ambitieux, par exemple au hasard, sauver la démocratie, et de l'autre, montrer que si c'est un objectif énorme, il est quand même atteignable, en commençant par quelque chose de simple. Disons en tapant dans ses mains. C'est l'idée que l'acteur Vincent Macaigne a partagée dans son discours à la cérémonie des Césars en début d'année. C'est vraiment sublime que vous soyez tous là, ici, pour célébrer finalement la fiction, le cinéma en salle. Non, c'est immense, surtout quand je me rappelle que la fiction, le théâtre, c'était peut-être le premier pas de l'humanité vers la démocratie. Pendant l'Antiquité grecque, après un spectacle, les spectateurs, ils applaudissaient pas les actrices et les acteurs pour les féliciter.
Non, il les applaudissait pour faire fuir les âmes, les fantômes que ces actrices et ces acteurs avaient invoqués en jouant. Alors j'ai envie de me dire que si vous êtes tous là ce soir, ici, c'est peut-être bien pour chasser tous ces fantômes et célébrer un avenir meilleur. Elle est donc là, ma recette du charisme. Prenez un discours et ajoutez-y des métaphores, anecdotes et contrastes. Quelques listes de 3 éléments, des répétitions, une question rhétorique par-ci, un sentiment du collectif par-là, et puis un but ambitieux, sans oublier de partager la confiance qu'il peut être atteint. Et hop, le charisme est là. C'est en prenant en compte ces 9 techniques que les chercheurs et chercheuses en comportement organisationnel ont pu mettre en place un charismomètre. Donc oui, on a un algorithme aussi pour mesurer le charisme. En fait, ça code pour chaque phrase la probabilité que la phrase contienne chaque 9 tactiques, et ensuite, ça fait la somme de ces probabilités, ce qui nous donne une sorte de score de charisme pour un discours donné. Par exemple, le discours « I have a dream » de Martin Luther King obtient un score de 7,4. Ça signifie que pour 10 phrases de l'allocution, il y a en moyenne 7 techniques et demie de charisme utilisées. Le discours de Judith Godrèche au César obtient, lui, en moyenne 4 techniques par 10 phrases. Mais il faut savoir que cet algorithme, du coup, il a été programmé basé sur du codage manuel. Donc en fait, le codage manuel est aussi un codage qui est très précis, très spécifique. Pas n'importe quelle métaphore va être comptabilisée comme une métaphore. On comptabilise que les métaphores qui sont fortes. Si on prend par exemple être bête comme ses pieds, c'est quelque chose qui est utilisé dans le langage courant, donc ça va pas compter comme une métaphore. On va vraiment prendre que des métaphores originales. Et c'est pareil pour chaque tactique. En fait, il y a des règles très spécifiques qui disent quel cas va être comptabilisé, quel cas ne va pas être comptabilisé pour avoir une sorte de standardisation dans la manière de coder et pour entraîner des codeurs en fait. Le codage, il est très consistant en fait entre les différentes personnes qui codent. Je dirais qu'en général, il y a quelque chose comme 85 à 90% du codage qui est similaire. Mais est-ce que ça serait pas culturel tout ça ? Est-ce qu'on n'aurait pas appris, à force de vidéos de stars, de politiciens et de films américains, à trouver ça cool quand on rajoute une métaphore ou qu'on exprime un but ambitieux ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans la plupart des cultures, quand on demande aux gens quel trait serait prototypique d'un leader, le charisme revient très souvent. Donc déjà, ça de manière générale, c'est quelque chose qui est plus ou moins observé. Ensuite, d'un point de vue scientifique et de preuves scientifiques, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une expérience qui en fait a cherché à répliquer disons l'effet du charisme dans ces cultures plus anglo-saxonnes, c'est-à-dire aux États-Unis, mais aussi en Angleterre. Et en fait, ils ont réussi à répliquer l'efficacité du charisme dans des discours en Autriche, en France, en Inde et au Mexique. Donc, ils ont quand même des contextes très différents, culturellement parlant. Donc, en soi, la recherche montre que ces techniques sont généralisables et qu'elles sont efficaces. Maintenant, si vous me demandez à moi, une question qu'on peut se poser, c'est une question de dosage. C'est-à-dire que personne n'a fait de recherche sur quel est le dosage, entre guillemets, optimal de ces techniques. Effectivement, dans les discours américains, on a l'habitude, entre guillemets, d'entendre plus de ces techniques que dans un discours, par exemple, même en Suisse. Donc, il y a une question de dosage qui se pose et ce sera une avenue intéressante pour la recherche future. On garde donc l'idée pour des recherches futures. Pour le présent, des études tentent notamment de comprendre l'effet du genre dans le charisme. Parce que dans notre société patriarcale, les leaders hommes sont généralement perçus comme plus compétents que les femmes. Mais ça, c'est sans compter le charisme, qui peut rétablir l'équilibre. Donc, dans une étude de Ulrich Jensen et co-auteurs, en fait, ils ont fait une étude dans laquelle ils ont exposé les gens à une image d'un homme ou d'une femme, politique typiquement. Ensuite, une image avec un discours qui est standard et une image avec un discours qui est charismatique. Et en fait, ils ont comparé ces différents scénarios et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y a typiquement des soucis, on dira, à estimer la compétence, l'intelligence et la prototypicalité d'un leader sans le discours charismatique. Mais le discours charismatique, en fait, permet d'avoir cet effet de great equalizer, on l'appelle en anglais, qui permet en fait, disons, de contrecarrer ces biais. Et les femmes sont perçues autant compétentes, intelligentes et prototypiques qu'un homme sur ces photos avec le discours charismatique. J'ai à peine fini de noter les 9 techniques pour savoir comment lever les foules demain grâce à mon charisme que je découvre qu'on n'a encore pas parlé du non-verbal. Voici donc 3 techniques supplémentaires pour devenir charismatique. Le premier, c'est tout ce qui est les expressions faciales. Donc, par exemple, garder un contact visuel avec la personne avec qui on discute, ou sourire.
Il y a aussi les gestes. Donc, par exemple, lever la main, un moment clé du discours, ou lever le poing. Vous pouvez même taper sur la table dans des cas très particuliers pour vraiment montrer la force d'un message. Et on a aussi tout ce qui est lié au ton de la voix. Donc, est-ce qu'on module notre voix ou est-ce que la voix est monotone? Maintenant, il faut savoir que la proportion, c'est vraiment les techniques verbales. Donc, les 9 techniques rhétoriques dont on vient de parler, c'est le gâteau. Et ces techniques non verbales, c'est vraiment le glaçage et la cerise sur le gâteau en termes de proportion. Si vous dites quelque chose qui ne fait pas de sens ou que vous essayez de dire du vent et vous agitez vos mains, c'est pas ça qui va rendre votre discours charismatique. Ah, parce qu'en plus que de réfléchir à mes mains qui gesticulent, au ton de ma voix, à mes questions rhétoriques et à mes métaphores, je dois réfléchir au contenu de mon message. Parce que le charisme est fondé sur les valeurs, il faut vraiment dissocier signaler le charisme, donc utiliser ces tactiques dont on a parlé, et l'effet du charisme. Donc si les valeurs du leader, elles ne convergent pas du tout avec les valeurs des suiveurs, en fait l'effet du charisme ne va pas forcément passer. On peut prendre cet exemple, si on va demander en Oklahoma si Trump est charismatique, les gens vont le trouver très charismatique, sachant que l'Oklahoma, il a eu beaucoup des votes du collège électoral sur ces dernières années. Mais par contre, si vous demandez la même question à New York, donc qui ont des valeurs très divergentes avec les valeurs de Trump, les gens vont pas vous dire que forcément il est charismatique. Donc en fait, quand on se positionne et qu'on est charismatique, c'est aussi à double tranchant. Parce qu'on expose nos valeurs, et si les valeurs convergent, on va être perçu comme charismatique et ça va nous réussir. Mais si les valeurs divergent, ça va pas forcément fonctionner. Ouf, ça fait beaucoup de choses à mettre en place. Mais avant de m'entraîner, il me reste une question importante en suspens. Est-ce qu'on peut apprendre à avoir du charisme ? Alors, il y a une partie du charisme qui est innée. Il y a des personnes qui vont apprendre plus vite, en fait, d'autres personnes charismatiques. Mais c'est un peu comme le QI. Quand on y pense, l'éducation, ça peut améliorer votre QI. C'est la même idée pour le charisme. On peut apprendre le charisme, ou du moins affiner son charisme dans une certaine mesure. Marika Fenley, co-auteure, qui est aussi une alumni de Lausanne, ont fait une étude de terrain avec des cadres suisses. On leur a appris à être charismatique, on leur a fait une sorte de formation en fait pour être charismatique. Et après 3 mois, effectivement, les employés les trouvaient plus inspirants et avaient pu transmettre plus de ce charisme. Pendant notre discussion, je ne peux m'empêcher de voir les gestes qui accompagnent les phrases de Tiffany Crutchy. Et j'entends ces métaphores, comme celle du gâteau et du glaçage, ces questions rhétoriques. Et oui, elle utilise les techniques qu'elle vient de m'apprendre. Je ne peux m'empêcher de lui demander. J'entends quand on parle, tu utilises aussi beaucoup de métaphores, etc. Tu fais des gestes. Est-ce que tu as appris tout ça? Alors, je pense que de toute façon, en apprenant à coder, donc à reconnaître des métaphores, à apprendre toutes ces règles de comment les faire, évidemment, il y a une sorte de déformation professionnelle dans le sens où on est plus familiarisé avec ces techniques, on les identifie plus quand les gens parlent, mais aussi on est plus prône à les utiliser. Et d'ailleurs, c'est une grosse partie des formations du charisme. En fait, on expose les gens à du charisme. On les expose à des vidéos charismatiques, on leur explique pourquoi c'est charismatique, on aussi leur demande pourquoi c'est charismatique, et on leur demande de travailler sur des textes, les retravailler avec du feedback, sur comment utiliser ces tactiques. En fait, plus on les utilise, plus ça devient naturel, plus on est à l'aise à les utiliser. C'est vrai que dans mon cas, j'ai été exposée à beaucoup de ces techniques en apprenant à les identifier. Mon superviseur est aussi très charismatique. Donc, c'est beaucoup de choses qui font que, en fait, ça nous pousse à être plus sensibles à ces choses-là. Avant de me lancer dans cet apprentissage qui me paraît quand même plutôt complexe et chronophage, je me demande quand même pourquoi je ferais ça. C'est vrai que c'est chouette d'avoir du charisme. Mais dans la vie de tous les jours, est-ce que vraiment c'est utile ? Ou est-ce que c'est juste un gadget pour égos surdimensionnés? Il y a une recherche très intéressante en cours par Nir Milstein qui suggère en fait que c'est comme une fontaine à champagne. Donc vous pensez à ces flûtes qui sont empilées par niveau et vous voyez cette fontaine de champagne et vous remplissez la première coupe et une fois qu'elle déborde, elle remplit les coupes en dessous et ainsi de suite. L'idée, c'est un peu que le charisme, en quelque sorte, c'est contagieux. Donc, que si le tout grand chef de votre entreprise est très charismatique, les managers qui sont en dessous vont être inspirés aussi à apprendre un peu de ce comportement et être aussi plus charismatiques et donc aussi motiver les troupes en dessous d'eux, etc. Donc ça, c'est plutôt au niveau individuel. Au niveau de l'organisation, il y a une étude par Antonakis et collègues qui a montré en fait que le charisme peut motiver les employés quasiment autant que des incitations financières. Et ensuite, on a des études qui sont plus globales. Donc, par exemple, l'étude sur laquelle on travaille au niveau des gouverneurs américains montre qu'avoir un gouverneur plus charismatique a des impacts réels sur le PIB de l'État. On a récolté des discours avant l'élection des candidats qui se présentaient en fait pour être gouverneurs. On a utilisé notre machine, ça nous a donné un score de charisme.
Donc on a ces scores de charisme. Maintenant, vous allez me dire, ça peut être plein d'autres choses qui expliquent qui va être au pouvoir, etc. C'est pas juste le charisme, on est d'accord. Donc la raison pour laquelle on s'intéresse à des élections qui sont extrêmement serrées. Donc quand ces élections sont extrêmement serrées, il y a quelqu'un qui gagne avec 50,1% des voix versus 49,9%, bah c'est presque de la chance, donc c'est presque random. C'est une technique qui est acceptée en économie et utilisée dans des contextes politiques de ce genre-là, qui nous permet en fait dans notre cas d'isoler l'effet du charisme et de voir en fait vraiment l'impact du charisme sur le PIB sans ces autres facteurs qui sont problématiques. Donc ce qu'on voit, c'est qu'avoir un gouverneur qui est 10% au-dessus de la moyenne, ça va en fait augmenter le PIB sur ces 4 années de mandat de 3%. Et donc on s'est intéressé aussi à des potentiels mécanismes de comment est-ce qu'en fait on passe d'un gouverneur charismatique à un PIB qui augmente. Donc une des premières pistes qu'on a trouvées, ce serait au niveau du budget. Donc en fait, en étant charismatique, un gouverneur plus persuasif, il obtient des plus gros budgets. Donc il peut aussi investir plus dans son État. La deuxième part, c'est qu'un gouverneur charismatique montre la confiance en le futur, peut être inspirant, etc. Et donc, ça développe aussi au niveau des entreprises. Donc, il y a plus d'entreprises qui se développent dans cet État. Donc, un gouverneur charismatique augmente les revenus d'un État. Et son charisme influence aussi ses chances d'être élu, non ? Donc, ce qui est très important de savoir quand on parle d'élection, c'est qu'il y a des facteurs comme le facteur économique qui est extrêmement important. Et il y a aussi les facteurs qui sont liés, par exemple, à quel parti politique était au pouvoir avant cette élection. Donc ça, c'est des choses qui vont définir déjà grandement qui va être élu. Après, le charisme a effectivement aussi un rôle à jouer, mais typiquement dans les situations où, en fait, c'est ambigu. Par exemple, si vous pensez, il y a une situation économique qui est un peu bancale, mais on n'est pas vraiment sûr si c'est lié à une crise du Covid, par exemple, ou si c'est lié à un mauvais leadership. Si ces personnes se représentent et qu'elle est charismatique, on va lui donner le bénéfice du doute. Ça, c'est un papier qui a été discuté avec Philippe Jacquard, qui est également un alumni de l'Université de Lausanne. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aussi travaillé sur un modèle pour prédire les élections en incluant le charisme comme un élément. Et donc là, ils ont typiquement fait ça pour la dernière élection américaine, donc Trump versus Kamala. Et en fait, si on prend le modèle avec uniquement les facteurs économiques et tous les autres contrôles qui ont été là, et là, c'est des modèles qui ont été élaborés pendant des années, en fait, ils prédisaient à Trump de gagner 273 votes au collège électoral. Et en incluant le charisme, ça prédisait en fait 295 votes au collège électoral. Donc dans son cas, le fait qu'il soit légèrement plus charismatique que Kamala d'un point de vue objectif et d'un point de vue des tactiques dont on a discuté, a effectivement influencé la prédiction. En même temps, je ne suis pas très étonnée que nos votes électoraux puissent être influencés par des éléments subjectifs, comme le charisme. Parce qu'on n'a pas de tableau comparatif tout propre qui nous permette de faire un choix éclairé. En général, on vote plutôt à l'instinct. Mais dans les sciences, là, ça ne devrait pas être le cas, non ? C'est ce que Tiffany Crutchy a voulu vérifier dans une étude qu'elle a menée dans le cadre de son doctorat. On sait que le charisme, ça fonctionne, par exemple, pour motiver des employés, des choses comme ça, mais on se demandait si dans un monde scientifique, et en plus un monde que à l'écrit, dans le sens des journaux scientifiques, articles scientifiques, est-ce que utiliser des techniques de charisme avait aussi un impact ? Donc en fait, on a pris des articles du Leadership Quarterly, qui est en fait un journal dans le leadership qui est interdisciplinaire. On a utilisé notre algorithme qui en fait nous donne la probabilité que chaque phrase contienne les 9 tactiques dont on a discuté précédemment. Et en fait, on a regardé si ce score, il prédisait les citations en prenant plein d'autres choses en considération, en contrôle, comme par exemple, est-ce que c'est qualitatif comme papier, ou est-ce que c'est un papier quantitatif, etc. Les citations, c'est quelque chose qui est très important pour la carrière des chercheurs, mais aussi pour les institutions, pour recevoir d'autres fonds de recherche, etc. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est qu'effectivement, les techniques de charisme, elles prédisent les citations. Une technique charismatique dans le titre, vous pensez le titre, c'est une phrase, c'est pas long. En fait, ça amène déjà 4 citations. Donc, variation du PIB d'un pays, choix de président ou de présidente, construction du savoir scientifique, le charisme a des effets immenses sur nos sociétés. Alors bon, on apprend à tout le monde à devenir charismatique pour rendre le monde meilleur ? Bonne question. Je pense que ça dépend, et de nouveau, ça dépend des intentions. Si on pense par exemple à l'éducation, clairement, je dirais qu'il faut l'enseigner à tous les enseignants, parce que ça permettrait aux élèves de comprendre mieux la méthode, potentiellement. Ça potentiellement permettrait de capter leur attention,
Pas de recherche a été faite là-dedans, mais disons que intuitivement, ça pourrait améliorer, par exemple, l'éducation, ce genre de choses-là. Donc, dans un sens, oui. Dans un autre sens, c'est effectivement à double tranchant, sachant qu'il y a peut-être des effets néfastes. C'est très, disons, clair qu'il y a eu des cas de personnes très charismatiques qui ont vraiment mené à des désastres humains catastrophiques, vraiment terribles. C'est une forme d'outil qu'on peut utiliser. Du coup, ça dépend de vos valeurs, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Mais en soi, c'est un outil. Si j'apprends ces 12 techniques et deviens super charismatique, il faut que je réfléchisse donc à ce que je dis. Parce qu'à l'ère du numérique, ça ne va pas seulement impacter mon voisin de palier et ma prof de danse. Ça peut se disperser sur les réseaux et très vite. Benjamin Tour, qui est alumni de l'Université de Lausanne et autre co-auteur, a fait une étude là-dessus. Il s'est intéressé à si le charisme et ces techniques charismatiques fonctionnent sur Twitter et dans des TED Talks. Et il a effectivement trouvé que ça avait un impact, et un impact quand même important. Donc pour des tweets, par exemple, utiliser un écart-type plus que la moyenne de ces techniques charismatiques va augmenter le nombre de retweets de 65%. Et si on prend les TED Talks, utiliser plus de tactiques que la moyenne d'un écart-type, ça va avoir un impact de plus 160% dans les vues. Donc ça a clairement un impact qui est significatif et conséquent aussi dans tout ce qui est le monde des réseaux sociaux et en ligne. À cause du fonctionnement des algorithmes et des biais cognitifs sur les réseaux sociaux, les contenus émotionnels et extrêmes sont propagés plus vite et plus loin que les posts plus nuancés. En gros, les posts énervés, faux et choquants se répandent comme une traînée de poudre. La conséquence est une polarisation de la société. Les opinions des personnes se retrouvant davantage dans les extrêmes, elles se montent les unes contre les autres. Mais Tiffany Crutchy a un plan. Elle compte voir si le charisme pourrait rassembler ces camps opposés. Elle vient d'obtenir une bourse du centre Lives pour mener des recherches là-dessus. Absolument. Donc ça, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Je m'intéresse à la question, en fait, de si avoir un leader charismatique, ça pourrait aussi, entre guillemets, réunir les gens plutôt que les diviser. On s'imagine que ça peut les diviser et les pousser des deux côtés d'épaule. Maintenant, si on pense à un Nelson Mandela ou Martin Luther King qui a réuni plutôt que divisé des peuples, il y a vraiment cette question de est-ce qu'en fait on pourrait utiliser cet outil du charisme pour dépolariser, pour avoir plus de discussions en fait, plus de consensus et avoir une plateforme pour en soi réunir en quelque sorte les extrêmes. Le charisme n'est peut-être qu'un simple signal d'un leader à des suiveurs, qui tient dans des indices aussi petits qu'une métaphore ou la formulation d'un but ambitieux. Pourtant, mises bout à bout, ces petites phrases amplifiées par des intonations et gestes sur mesure permettent de mieux comprendre et de se souvenir d'un message, mais aussi de s'y identifier davantage. En conséquence, les foules se motivent au travers des émotions et des valeurs qu'elles portent. Pour le meilleur ou pour le pire. Ah mais attends, là, on peut peut-être rajouter une anecdote un peu inspirante, un exemple, quelque chose comme ça. Et ensuite, on peut finir sur une question rhétorique. Attends, je réessaye. Le 24 février 2024, lors de la cérémonie des Césars, Judith Godrèche dénonçait les agressions sexuelles dans le cinéma français. Un chuchotement, un demi-mot, ça serait déjà ça, dit le petit chaperon rouge. Qu'est-ce que ça a changé ? 5 jours plus tard, elle a été auditionnée par la délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes du Sénat. Elle y a demandé la création d'une commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma. Le 2 mai 2024, l'Assemblée nationale accepte et crée une commission d'enquête sur ces violences. Dans cette histoire, il n'y a pas seulement eu le charisme qui a fait la différence, bien sûr. Mais je ne pense pas être la seule à avoir eu la chair de poule et la larme à l'œil en écoutant son discours. Elle a su happer mon attention. Elle a su faire bouger les choses en trouvant la bonne métaphore. Elle a su rythmer sa voix pour se faire écouter. Quand il s'agit de faire changer les choses, chaque petit effort mis bout à bout compte. Alors, ça vous a donné envie d'affiner votre charisme et de l'utiliser à bon escient pour faire la différence ? Ah là, beaucoup plus charismatique. Ouais. Vous venez d'écouter un épisode de l'Uniscope, podcast de l'Université de Lausanne, réalisé par Marion Deveuvet. Merci à Tiffany Crutchy, doctorante au département de comportement organisationnel de l'UNIL, d'avoir pris le temps de m'expliquer, avec charisme, ses connaissances sur le sujet.